Donc je vous redonne le thème de cette table ronde, disparition silencieuse. Quels sont ces jeunes qui parfois disparaissent sans être ou pouvoir être recherchés? Voilà. Et je vais tout de suite donner la parole à Monsieur François Chaubaud. Je prends les invités dans l'ordre où ils ont été présentés. Je crois que c'est le plus simple. Donc vous préférez aller au pupitre vous aussi. Très bien. Donc vous êtes animateur du réseau Jeunes en Errance CMEA, travailleur social, sociologue. Vous avez été animateur et directeur de centres de loisirs et de vacances d'enfants et d'adolescents. Nous avons un point commun. Vous êtes infirmier en psychiatrie, éducateur de rue en banlieue parisienne et membre de la direction pédagogique nationale des CMEA, où vous êtes également responsable de la revue VST, Vie sociale et traitement. Voilà, merci d'être avec nous. Je compte sur vous pour essayer normalement, voilà, 15 minutes, ça serait bien. Même si on vous a dit entre 15 et 20, moi je réduis un peu à 15. Et nous pourrons avoir ensuite un échange, j'espère, aussi fructueux que le premier. Merci beaucoup d'être là. Allons-y. Je savais que j'allais l'assumer, j'en avais parlé avec Anne Larcher dès la préparation. Je prends le risque de vous emmener faire un pas de côté, de vous parler de grands mineurs dont la disparition n'inquiète personne et que personne ne recherche. Grands mineurs français en France. Des jeunes en rupture sociale, en dynamique de marginalité importante, qui continuent aujourd'hui à affirmer depuis 20 ans qu'ils ont choisi cette vie-là pour mettre leur vie en accord avec leurs principes, avec leurs idées. D'où viennent-ils ces grands mineurs en rupture qu'on voit dans les rues françaises, sur les places françaises, mais qu'on voit aussi à l'identique dans les rues et sur les places des grandes villes européennes? Une typologie rapide de la machine à fabriquer ces ruptures et l'explication logique de pourquoi personne ne s'occupe d'eux. Ils sont produits par leur famille, ils sont produits aussi par le dispositif de protection de l'enfance en France. Ils sont produits par leur famille. Je prends une brève phrase d'un jeune qui, 20 ans, 22 ans, mais qui raconte sa rupture familiale. Il avait 16 ans et demi, 17 ans, c'était une grande baraque ce garçon. Écoute, une fois de plus, mon père m'a fait trop chier, alors je lui ai mis mon poing dans la gueule, alors tu comprends, de toute façon, après je me suis barré, c'était terminé. Bon, il est parti dans la rue, il y a passé des années et des années. Rupture relationnelle de la part du jeune lui-même, où ça allait vraiment plus avec ma mère, je me suis tiré, j'ai pris mon sac et je suis parti. Des rejets parentaux aussi, des rejets parentaux clairs et nets. Des couples parentaux en grande difficulté, des pères qui disparaissent de la circulation, d'autres hommes qui passent à la maison, et puis à un moment donné, la mère qui dit très clairement à son adote de 14 ans ou de 15 ans, toi vraiment tu me fais trop chier alors tu te tires, je veux plus te voir. Voilà, tu me pourris la vie depuis trop longtemps, j'ai ma vie à faire, j'ai ma vie à reconstruire, barre-toi. Des rejets moraux, éducatifs, paradoxaux, étonnants, rapportés par des collègues de Normandie aussi. Ces rejets, c'est si tu continues à rien foutre, tu vires. La morale ouvrière dure. Alors le tu vires, il est à 16 ans et demi dans certaines familles. Le tu vires, il est à 18 ans, 19 ans. Tu fous rien, tu dégages. Tu reviendras quand tu auras du boulot. Bon, avec 25% de taux de chômage des moins de 25 ans, c'est pas simple. Voilà sur la fabrique parentale. On peut se dire évidemment qu'on a besoin, et j'entendais la ministre tout à l'heure nous dire qu'elle allait relancer, réactiver, renforcer les questions de soutien à la parentalité. On pourrait se dire évidemment que là, il y a des points de faiblesse, des points de fragilité énormes, qui existaient très probablement depuis le très jeune âge de ces enfants, qui n'ont pas toujours été repérés, parce qu'on a un système d'observation et d'alerte qui n'est pas très performant de ce côté-là, et que si des attentions particulières avaient été possibles plus précocement, peut-être ça serait moins parti en vrille. Deuxième façon de fabriquer, hélas, il faut bien le dire, mais ça a été abordé par la ministre, je ne mets pas dans ce qu'elle a dit, notre système de protection de l'enfance produit des inadaptés.
produit des échecs. C'est connu, hein. C'est tellement connu qu'actuellement, un groupe de travail interministériel est au boulot sur la notion des incasables, piloté par la Direction générale de la cohésion sociale. Nous, Réseau Errance, on a contribué à ce travail, à la réflexion de ce groupe. C'est produit pour plusieurs raisons. C'est produit parce que le système de protection a fabriqué ces fameux incasables en les baladant de placement en placement et en concluant de façon étrange et paradoxale, en inversant les responsabilités, que de toute façon, ce jeune-là, ce mineur-là, il a mis tous ses placements en échec. Oui, c'est affligeant de dire ça, mais on l'entend régulièrement de la part de professionnels de travail social, de responsables d'unités territoriales et autres. Bon, il a mis son placement en échec. Évidemment, c'est le système qui est en échec et qui n'a pas réussi à travailler avec ce gamin-là, qui effectivement aussi est un petit peu compliqué à prendre en charge. Ces ingérables-là disparaissent de la circulation à 15, 16, 17 ans, ils sont en fugue définitive, ils sont plus en foyer, ils n'y reviennent plus, ou ils y reviennent très très ponctuellement, mais comme ils reviennent, c'est intéressant quand ils y reviennent très très ponctuellement, mais encore faut-il qu'on les attende encore, qu'il y ait encore une place pour eux, qu'il y ait encore leur place. Et le dispositif de financement des placements des mineurs par les conseils départementaux fait que c'est de moins en moins possible. On a aussi cette dure réalité, c'est qu'à partir de 16 ans et demi, 17 ans, un mineur en grande difficulté va pas faire, sauf si c'est pris en charge au pénal, hein, un mineur en grande difficulté va pas faire l'objet d'attention extrêmement approfondie, parce que de toute façon, dans un an, il aura 18 ans et on n'aura plus à s'en occuper. Ce qui fait que on va faire un petit peu. Alors je vous raconte ça, c'est pas des sensations, des perceptions comme ça. Hein. C'est du long travail avec les professionnels du réseau Errance sur l'écoute des jeunes, et puis pas mal de travail aussi parce que d'autre part je traîne à l'université, pas mal de travail aussi avec des étudiants qui font des mémoires professionnelles, des mémoires de recherche sur ces questions de protection de l'enfance. On va laisser traîner. Une enquête sociale, ça va bien prendre 3-4 mois. Le temps qu'on l'analyse, ça prend un peu de temps. Et puis voilà, il aura 16 ans et demi, c'est bon. À 17 ans, c'est plié. Et puis on va pas tout mobiliser à 17 ans. Et puis de toute façon, comme il répond pas aux convocations qu'on lui envoie, on va demander la fin de la mesure d'accompagnement. Alors qu'on pourrait se dire que c'est justement là qu'il faut surtout pas demander la fin de la mesure d'accompagnement et réussir à faire entendre par bouche à oreille à ce gamin-là ou cette gamine-là qui a encore oreille, qui peut l'écouter. Et puis, toujours dans l'inadaptation du système de protection, 2 points, et puis j'arrêterai là, on va faire très vite. Hein. 2 points. 1, si vous avez moins de 18 ans, que vous êtes en fugue à répétition, que vous accrochez avec l'errance nationale, officiellement, vous ne pouvez pas être accueilli et écouté dans un lieu d'accueil de jour de jeunes en errance, puisque c'est pour les plus de 18 ans. Alors, heureusement que les professionnels de ces lieux d'accueil de jour trichent avec la loi et se gardent bien parfois de demander l'âge à ce grand garçon qui... Voilà. Qu'on va pouvoir accueillir et avec qui on va pouvoir parler. Parce que sinon, ils vont se cacher. Hein, s'ils savent qu'ils se présentent et qu'on va alerter réglementairement le système police-gendarmerie, ils vont se cacher pour pas être attrapés. Ils vont se cacher et ils vont vivre encore plus d'aventures qu'on pourrait leur souhaiter évitables pour certains dans les premiers mois d'errance. Dernier point, la rupture à 18 ans, ça a été abordé par la ministre aussi. La rupture à 18 ans, c'est une catastrophe parce que aujourd'hui, les conseils départementaux ont de moins en moins d'argent à mettre dans l'aide sociale à l'enfance, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de contrats de jeunes majeurs, que ces contrats de jeunes majeurs sont accordés quasi exclusivement aux bons élèves de la classe et surtout pas et absolument pas à ceux qui sont le plus en dérive. Encore un paradoxe. Et qu'on a aujourd'hui, hélas, des ruptures de placement, c'est-à-dire des fins de financement de placement, encore aujourd'hui, qui agissent dans la semaine ou dans le mois des 18 ans. Alors dans la machine à fabriquer des incasables, c'est exceptionnel, parce que du jour au lendemain ou presque, une structure de placement est informée que la semaine prochaine, le jeune machin, là, vous ne l'avez plus chez vous, on ne financera plus. Une horreur. Quelques points de remédiation.
Évidemment, du travail avec les familles qui est à spécialiser. Évidemment, beaucoup d'attentes sur ce groupe de travail sur les incasables à la Direction générale de la cohésion sociale. D'évidence aussi, la frontière à 18 ans est une frontière absurde en matière d'accompagnement éducatif. D'évidence aussi, les pertes de crédit des conseils départementaux font qu'il y a de moins en moins d'éducateurs de rue. Beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, des fermetures d'équipes de prévention spécialisées. En priorité, fermeture des équipes de centre-ville. On préserve encore un peu les équipes de quartier chaud. Mais c'est en centre-ville que les mineurs en fugue traînent et se regroupent. Et puis voilà, la feuille de route est tracée. Merci beaucoup, merci. Et pour la concision aussi de votre propos.